Les séminaires sont des établissements religieux où étudient les futurs prêtres. Ici, en Côte d'Ivoire, l'on en compte 7. Aujourd'hui, nous avons avec nous sur ce plateau le révérend père Cyril Abissa, recteur du séminaire Saint-Pierre de Daloa, le deuxième séminaire philosophique après celui d'Abadjan-Kouté. Dans cette émission, il nous parlera de cet établissement dont il a la charge. Bonjour mon père. Bonjour madame. Nous sommes très heureux de vous retrouver, de vous recevoir sur ce plateau. Bien sûr, merci. Nous aussi, nous sommes heureux d'être là. Et merci à la télévision Ecclesia de nous donner l'occasion d'avoir un peu plus de visibilité. Très bien. Alors mon père, nous avons essayé à l'entame de l'émission de définir ce que c'est qu'un séminaire. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Donner une définition peut-être plus claire, plus poussée. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un établissement de formation pour des jeunes qui ressentent le désir de devenir prêtre. Donc, l'Église leur donne l'occasion d'éprouver un peu cette vocation et ils ont un temps de formation. Donc, c'est ce temps de formation qu'on appelle le séminaire. En plus d'être un lieu de formation, c'est aussi un temps de formation. Et nous en avons 7, comme vous l'avez dit. Le séminaire, le temps de formation du séminaire dure 8 à 9 ans selon le candidat qui se présente. Très bien. Nous aurons l'occasion de développer un peu plus. Mais déjà, vous allez nous parler du séminaire Saint-Pierre de Daloa. Il existe depuis combien d'années? Alors, le séminaire Saint-Pierre de Daloa existe depuis 1997. Donc, nous sommes à sa 25e année. Cette année, nous fêtons le jubilé d'argent du séminaire. Il a commencé par la volonté de nos pères évêques de décongestionner un peu les séminaires d'Agnaman et celui d'Abadjan-Kouté. Donc, il a été créé 3 ans après celui d'Abadjan-Kouté. Dans un premier temps, il était un séminaire provincial, c'est-à-dire pour la province ecclésiastique de Gagnoa, donc les diocèses de Gagnoa, de San Pedro, de Daloa et de Daloa. Et Manque, pardon. Voilà. Donc, il a commencé à Issia, puisqu'il n'y avait pas les bâtiments. Donc, il fallait commencer quelque part. Une fois que le décret avait été signé, donc, les premiers qui sont entrés au séminaire de Daloa étaient à Issia, au séminaire des aînés, au centre de catéchistes. Il y a un établissement à Daloa, pardon, à Issia. Et c'est là que ça a commencé. C'est 1 an après qu'ils sont entrés dans les locaux flambant neufs de Daloa. Voilà. Très bien. Alors, mon père, combien de recteurs se sont succédés à la tête de ce séminaire jusqu'à ce jour? Bien sûr, avant vous, jusqu'à vous. Sûr. Le premier recteur, c'était le père Kriwa. Et je l'ai eu récemment au téléphone. Sa santé n'est pas très au beau fixe, donc je profite pour le saluer et puis lui souhaiter une bonne santé. Et après lui, il y a eu le père Agbo, Bernard Agbo, lui aussi. Il y a eu après le père, pas celui que j'ai remplacé, mais celui qui était là avant, le père Louis Kakou. Après le père Louis Kakou, il y a eu le père Hippolyte, que j'ai remplacé. Donc lui, il est actuellement le recteur du séminaire d'Agnaman, du grand séminaire d'Agnaman. Donc il y a eu 4 avant moi. 4 avant vous. Et mon père, vous êtes à la tête du séminaire depuis combien de temps, combien d'années? Je suis à ma 2e année. À la deuxième année. Deuxième année académique. Très bien. Et pourquoi la spécialisation en philosophie? Oui, le séminaire est un séminaire philosophique. Il est dit séminaire philosophique parce que la formation qui s'y déroule est la partie de la formation du futur prêtre qui consiste à leur enseigner la philosophie. C'est comme ça qu'on appelle notre séminaire un séminaire philosophique. En dehors de cela, il y a d'autres matières qui sont enseignées? Oui, bien sûr. Lesquelles? Bien sûr. D'abord, je parlerai de matières philosophiques. Les matières philosophiques sont les matières enseignées à l'université, comme dans une université normale. Et nous dépendons sur le plan académique de l'UCAO pour les diplômes et le programme académique. À part les matières philosophiques, nos étudiants ont la possibilité, ils doivent apprendre la Bible, donc l'introduction à la Bible, au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament. Ils font des cours de spiritualité. Ils font également
des cours de liturgie. Voilà. Donc, c'est un ensemble de matières, j'ai envie de dire, religieuses, théologiques, plus ou moins, auxquelles ils ont droit pour les préparer à la formation théologique qui vient après la formation philosophique. Il ne se fait pas au séminaire Saint-Pierre de Non. Dalois, qui se Non. fait dans un autre séminaire. Voilà. Très bien. Et mon père, est-ce qu'il existe des matières d'enseignement général qui sont également enseignées, notamment le français, qu'on ne finit jamais d'apprendre et tout ça? Oui, je signale que ceux qui viennent chez nous... L'anglais et tout ça, d'autres langues au fait. Oui, les étudiants qui viennent chez nous, normalement c'est après le bac. Après le bac. Mais de plus en plus, les diocèses demandent aux étudiants de faire des études supérieures avant d'entrer au séminaire. Donc, la plupart viennent avec des masters, des licences, ou même des BTS ou des cycles ingénieurs. Donc, quand ils arrivent, c'est vrai, on décrit un peu le niveau général des étudiants ici en Côte d'Ivoire. Donc, quand ils arrivent, il n'y a pas spécifiquement des cours de français. Ouais. Mais, vu le niveau de l'étudiant qui arrive, quand même, de temps en temps, s'il le faut, on peut accélérer, on peut faire des cours supplémentaires pour certains, pour une mise à niveau. Mais depuis que moi je suis recteur, je n'ai pas eu besoin de le faire. Ça veut dire que, quand même, le niveau est acceptable. En dehors de cela, ils ont des cours d'anglais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire, l'anglais est devenu indispensable. Et ils ont des cours de grec et de latin. De latin. Voilà. OK. Très bien. Donc, ça fait au total 4 langues. Oui. 4 langues au moins. Voilà. OK. Chacun est libre après d'approfondir ses D'approfondir. connaissances. Parce que les deux langues, latin et grec, ne sont pas des langues parlées, ce sont des langues mortes. Enfin, le grec qu'on apprend. Mais au niveau du français et de l'anglais, là, c'est des langues vivantes. Oui. Très bien. Mon père, tous les grands séminaires dépendent de la conférence épiscopale et supervisés également par le Saint-Siège, donc par Rome. Leur gestion est confiée au père recteur. Comment se fait la supervision de Rome? Nous avons ici en Côte d'Ivoire le nonce apostolique, qui est le représentant de Rome ici en Côte d'Ivoire. Les séminaires sont liés à Rome parce que le séminaire, le Saint-Père, gère la formation, j'ai envie de dire en griffe, du personnel. C'est-à-dire être sûr que nous sommes dans une église universelle, il ne faut pas l'oublier, être sûr que tous les prêtres, une fois ordonnés, aient la même formation. C'est-à-dire le même contenu philosophique, théologique, et c'est cela qui justifie la supervision générale de Rome. Donc nos programmes et nos règles de vie, c'est-à-dire le règlement du séminaire, ce sont des choses qui sont communes à tous les séminaires du monde entier. Voilà. Donc c'est en cela que la supervision de Rome consiste, en plus d'une subvention pour aider au fonctionnement des séminaires. La création d'un séminaire national surtout est soumise à l'approbation de Rome. Oui. Très bien. Mon père, comment se fait la nomination d'un recteur? Alors, c'est forcément parmi des prêtres qui ont quelques expériences dans la formation, dans l'enseignement. Et les évêques se réunissent et ils font des choix. Ils choisissent des personnes qu'ils pensent idoines, qu'ils pensent capables de gérer une telle institution. Parce que c'est quand même la formation des prêtres. Donc, celui qu'on met à la tête d'une telle institution, moi je le dis comme ça, il doit donner envie de devenir prêtre et de devenir un bon prêtre. Donc, je pense que ce sont ces critères. C'est vrai que ce ne sont pas des critères spécifiques définis d'avance. En la matière, c'est peut-être les évêques eux-mêmes au Rome qui peuvent dire quels sont les vrais critères. Sinon, pour moi, il faut que le recteur soit quand même quelqu'un qui donne envie de devenir prêtre et bon prêtre. Oui. Alors, le séminaire que vous gérez, dont vous avez la charge, est spécialisé en philosophie. Nous sommes curieux de savoir si le père Cyril Abissa est un docteur en philosophie. Quel est le lien? Voilà, dites-nous. Oui, je suis, dans un premier temps, enseignant de philosophie. Je suis
j'ai fait mes études en Autriche, j'ai fait un doctorat en philosophie. D'accord. Donc, je veux dire que ça joue, ou ça a joué quand même dans le fait du choix, pas pour devenir recteur, mais pour devenir enseignant de philosophie. Donc, à la base, je suis enseignant de philosophie. La charge du rectorat, j'ai envie de dire, c'est une charge qui est venue supplémentaire. D'accord. Donc, mon père, dites-nous en quoi consiste la charge de recteur. Alors, le recteur, si on va dans une administration peut-être publique, c'est le directeur. C'est le recteur, le terme recteur est académique aussi. Donc, c'est celui qui supervise non seulement l'aspect académique, donc les programmes de cours, et fait en sorte que tout soit fait selon la volonté de l'Église universelle. Donc, en dehors des évêques qui sont les responsables, les premiers responsables des séminaires, c'est celui, si vous voulez, le représentant des évêques sur place. Donc, il a pour rôle d'organiser la formation des futurs prêtres, avec des collaborateurs, bien sûr, mais c'est lui qui est le responsable de cette équipe de formateurs. Il y a aussi l'aspect, j'ai envie de dire, économique, il y a l'aspect humain, il y a toutes ces choses qu'il est censé gérer et organiser. Très bien. Mon père, on l'avait dit, vous êtes professeur même déjà de philosophie, maintenant à la tête du séminaire depuis 2 ans. Vous êtes devenu un administratif ou bien vous dispensez encore des cours aux étudiants? Oui, je dispense toujours mes cours. Continuez de dispenser des cours aux étudiants. C'est vrai que j'aurais pu m'arrêter à l'administratif, mais je suis enseignant et j'aime enseigner. Donc, je n'aurais pas accepté qu'on m'enlève ça. D'accord. Oui. Très bien. Le séminaire Saint-Pierre de Dallois est construit sur une superficie de 9 hectares. Mon père, dites-nous combien de bâtiments il a? Alors, nous avons le bâtiment principal qui est le bâtiment administratif, qui est à l'entrée, le premier bâtiment quand on entre au séminaire. Donc, il y a le réfectoire, il comprend le réfectoire des pairs, la cuisine, les bureaux et un salon, et aussi la résidence du recteur. Il y a, après, il y a la chapelle, selon l'architecture qui est placée au centre du séminaire pour montrer que la spiritualité est au centre de notre vie au séminaire. Ensuite, il y a 6 bâtiments qui comportent les chambres des séminaristes, les chambres individuelles, et dans chaque bâtiment de chambre, il y a une chambre pour un professeur, c'est-à-dire un formateur, qui, en même temps qu'il habite là, veille à ce que dans ce bâtiment, le règlement soit aussi respecté. Ensuite, nous avons les bâtiments didactiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les bâtiments où on prend les cours. Il y en a 3, il y a 3 salles et la bibliothèque. Et puis une petite salle informatique. Donc voici les bâtiments qui composent notre séminaire. Mon père, dans tout ce que vous avez cité, nous n'avons pas entendu parler d'infirmerie et tout ça. Ah oui, parlant de bâtiments, j'ai même oublié le réfectoire des séminaristes, voilà, avec la cuisine des séminaristes. Nous avons une infirmerie, mais qui est au sein d'un des bâtiments. D'accord. Voilà. Il faut dire pour ceux qui ne le savent pas, qu'au séminaire, dans les commissions, dans les différentes responsabilités des séminaires, il y a la commission santé. Et cette commission santé est dirigée par des séminaristes volontaires. Certains ont des petites formations, d'autres pas, mais elles sont volontaires. Mais nous, chez nous, en plus de cette commission, nous avons un médecin qui vient régulièrement ou qu'on peut appeler quand il y a quelque chose de grave. Quelle est la capacité d'accueil du séminaire? Au séminaire de Dallois, nous avons 90 chambres. 90 chambres. Et quel est le nombre actuel d'étudiants? Actuellement, nous avons 68 étudiants. 68 étudiants. Voilà. D'accord. Sur combien de mois s'étend une année académique? Alors, nous entrons pour la rentrée académique en octobre. En général, la première semaine du mois d'octobre. Et nous partons, cette année par exemple, nous partons le 19 juin. Mais en général, c'est plus ou moins dans cette partie que nous partons, c'est-à-dire au mois de juin. Donc, 9 mois. 9 mois. C'est une année académique normale. D'accord. Voilà. C'est pareil pour tous les niveaux de la licence? Oui. D'accord. Pendant la formation des séminaristes, quels sont les ordres mineurs auxquels ils ont accès?
Pour la formation générale, il y a d'abord l'admission, qui n'est pas un ordre, mais c'est ce qu'on appelle communément la prise de soutane. Donc, c'est l'admission officielle au sacerdoce, en tant que candidat au sacerdoce. Et cette admission se fait après la 3e année de philosophie. Donc, les nôtres, nos étudiants, quand ils finissent la dernière année de philosophie, ils font une demande à leur évêque. Et quand ils reçoivent une réponse positive, ils sont considérés maintenant comme candidats officiels au sacerdoce. Ils font la prise de soutane, ils portent la soutane. Et après, quand ils vont au séminaire de théologie, ils font le premier ordre, c'est le lectorat. Il y a le lectorat, après l'acolita, et c'est après l'acolita qu'ils deviennent diacres. Mon père, c'est l'occasion pour nous de vous demander comment est-ce que les séminaristes sont appelés après la prise de soutane. Tout de suite, on leur donne le titre d'abbé. L'abbé, est-ce que, voilà, à quel moment? Oui, quand ils prennent la soutane. En rigueur de thème, l'abbé, c'est le prêtre. Oui. Voilà, mais en tant Très que souvent, candidat, on entend sous nos paroisses, c'est ça, l'abbé, appétit, l'abbé, tout ça. Donc, dites-nous exactement comment est-ce qu'on doit les appeler. Oui, c'est vraiment petit l'abbé parce qu'ils ne le sont pas encore, mais avec l'habit, parce qu'ils portent la soutane, et quand ils sont en chemise simple, ils mettent le clergyman. Donc, clergyman, l'homme du clergé, le prêtre, voilà. Donc, déjà, ils sont assimilés au prêtre, donc on peut les appeler abbés. Pourtant, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Ben voilà. Si, l'habit implique le respect. Voilà, justement. Voilà. Et ça leur fait prendre conscience aussi de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont devenir. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas ces différentes étapes, peut-être que l'ordination allait les surprendre un peu. Voilà, parce qu'avec la prise de soutane, ils entrent en tant que candidats officiels, ils ont l'habit. Après, ils ont le droit de lire officiellement, donc là, de la parole, de la lecture. Après, ils servent à l'autel, et c'est ce qu'ils vont faire toute leur vie quand ils vont célébrer l'Eucharistie. Ce sont des étapes qui leur permettent d'intégrer petit à petit le service qu'ils seront appelés à donner après. Voilà. Mon père, vous avez dit, au terme du cycle philosophique, les étudiants peuvent faire la prise de soutane. Dites-nous combien de temps dure ce cycle et de façon générale aussi, combien de temps dure la formation du futur prêtre? Okay. Le cycle de philosophie dure 3 ans. 3 ans. Il est sanctionné par une licence en philosophie. La formation générale ne commence pas par le cycle de philosophie. La formation générale commence par la propédeutique, qui est une année de spiritualité qui est assez récente, parce que nous autres, nous n'avons pas fait la propédeutique. Elle se justifie par le fait que beaucoup de nos candidats, je l'ai dit tout à l'heure, sont de simples étudiants ou des élèves. Ils ne sont pas passés par les petits et moyens séminaires. Donc, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, on leur donne ce temps de spiritualité, mais aussi pour les détacher un peu du monde dans lequel ils ont été jusqu'à présent. Voilà. Pas que la formation éloigne l'étudiant de la réalité, mais pour se consacrer, il faut mettre beaucoup de choses en parenthèse. Donc, on les sort de leur vécu pour les mettre dans un cadre qui leur fait prendre conscience de ce à quoi ils s'engagent. Donc, cette année est faite d'enseignements spirituels, ils apprennent à prier, ils apprennent beaucoup de choses sur les saints, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une année de spiritualité qui les prépare à l'année de philosophie. Père, qui sont les formateurs de ces futurs prêtres? Qui sont les formateurs? En général, ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres qui, pour la plupart, ont fait des spécialisations après la formation au séminaire pour pouvoir enseigner. Sinon, un prêtre qui a fini le séminaire simplement peut, de façon normale, donner un certain nombre d'enseignements sur ce qu'il a appris. Mais donc, vu que nous sommes dans l'enseignement, dans la formation, on demande que ce soit des spécialistes de certaines matières. Mon père, dans le cas du séminaire Saint-Pierre, le Dallois, qui sont les formateurs? Qui assurent la formation des séminaristes? Alors, nous sommes 5 prêtres permanents, c'est-à-dire que nous sommes affectés au séminaire. Nous vivons au séminaire. Ce sont des externes, ils sont sur place. Voilà, nous sommes sur place. Il y a des professeurs, tout à l'heure je disais que nos étudiants finissent avec une licence.
Donc, pour que cette licence ait sa valeur, il faut qu'on ait des professeurs de différents rangs. D'accord. Voilà. Donc, nous avons des professeurs d'université, nous avons des maîtres assistants, des assistants qui viennent donner des cours. Nous avons aussi des professeurs de l'UCAO, vu que nous sommes affiliés à l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui viennent aussi pour donner des cours. Et donc, je voudrais terminer sur la durée de la formation. Quand ils finissent les 3 ans, ils ont 4 ans de théologie qu'ils font dans les séminaires d'Anyama ou de Gagnoa. Et pendant ces 4 ans de philosophie, ils ont 1 année de stage. Ils vont en paroisse, dans leur diocèse, et ils ont l'occasion là-bas d'expérimenter la pastorale avec les curés, avec les prêtres qui y sont. Et quand ils reviennent, ils achèvent la formation à Anyama. Et après cette formation, ils sont ordonnés diacres. Donc, ils sont remis à leur diocèse. Donc, quand on calcule toutes ces années, nous nous retrouvons à 4, 5, à 9 ans. 9 ans. Voilà. 9 ans. Alors, mon père, vous avez dit qu'après le cycle de philosophie, la prise de soutane est faite et tout ça, et on passe à un autre cycle. Est-ce que ce passage est automatique? Une fois qu'on a obtenu la licence au séminaire Saint-Pierre de Dalois, on peut aller au séminaire de Gagnoa pour poursuivre automatiquement, mais il y a un test d'entrée qui est fait et tout ça. Non, le seul test d'entrée qui est fait, c'est celui qui est fait avant d'entrer en propédeutique, avant de commencer le séminaire. C'est un test de philosophie qui a lieu chaque année au mois de mai, qui est organisé par les séminaires philosophiques. Et une fois que la correction est faite, nous renvoyons les résultats aux évêques respectifs. Ce sont les évêques qui présentent les candidats. Voilà, l'évêque d'Abengrou veut dire, cette année, j'ai 5 candidats. Les 5 candidats viennent et nous les testons à un niveau intellectuel. Quand ils sont admis, c'est-à-dire nous donnons les résultats, quand ils sont admis, on informe l'évêque d'Abengrou, puisque j'ai pris l'exemple d'Abengrou, que sur 5, vous avez 3 admis. Lui, à son tour, par rapport à la politique du diocèse d'Abengrou, peut dire que nous ne présentons que 2 candidats par an. C'est-à-dire, nous ne faisons entrer que 2 candidats par an. Donc, ils choisiront parmi les 3, les 2 qu'ils vont faire entrer au séminaire propédeutique. Donc, voilà. Une fois qu'ils entrent au séminaire propédeutique, ils sont j'ai envie de dire, dans le système, dans le circuit. C'est en ce moment seulement qu'ils font un test. Mais sinon, de la propédeutique à la philosophie, de la philosophie à la théologie, il n'y a plus de test, sinon les résultats qu'ils doivent avoir quand ils font les examens. Parce que tout ce que nous disons est sanctionné par des examens, donc des résultats de fin d'année. Donc c'est une suite logique, on a envie de dire, c'est une continuité, on finit dans tel séminaire, on peut aller poursuivre ainsi de suite. Oui, mais toujours, en plus des résultats, il y a les rapports que nous faisons. D'accord. C'est-à-dire le recteur avec ses collaborateurs, le temps que le séminariste passe avec nous, c'est un temps d'observation. Oui. Nous prenons le temps de l'observer sur les responsabilités qu'on lui confie, c'est pour ça que nous devons être avec eux. Au sport, aux travaux manuels et ainsi de suite. Nous passons beaucoup de temps avec eux, histoire de les observer et de voir quelles sont les aptitudes, quelles sont les choses à rectifier. On les aide, on les encourage. Chaque séminariste a un directeur spirituel, c'est-à-dire un prêtre, qui essaie de le guider, de lui donner des conseils. Voilà. Donc, c'est sur la base de ce vécu que nous établissons un rapport que nous envoyons à l'évêque. Donc, d'un cycle à un autre, et même à l'intérieur d'un cycle, un séminariste peut ne pas revenir l'année prochaine. Soit parce que lui-même, il ne se sent pas bien dans ce cadre-là, et qu'au niveau de sa vocation, il n'est pas très sûr. Moi, l'année dernière, il y a 2 qui, en fin d'année, sont venus me dire qu'ils ne reviendraient pas l'année d'après. Voilà, donc, les départs au séminaire, volonté du séminariste lui-même, ou sur la base du rapport du séminaire. Il y a aussi le rapport de la paroisse, parce qu'il vient d'une paroisse et il fait des stages aussi dans sa paroisse ou dans d'autres paroisses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Mais la décision de remercier ou de réorienter un séminariste est prise par l'évêque et non par le séminaire. Alors, mon père, nous allons revenir au choix
des formateurs, des séminaristes. Comment se fait le recrutement de ces formateurs? Sur quelle base? Ceux qui sont internes, c'est-à-dire les prêtres, là c'est la conférence épiscopale qui décide. L'un des premiers critères aujourd'hui, surtout pour nous en cycle de philosophie, c'est avoir un doctorat en philosophie. Être prêtre, avoir un doctorat en philosophie. Je sais qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Comme je l'ai dit, il faut être à l'écoute, il faut être patient, il faut être présent. Et ça, ce sont des choses essentielles dans le choix des formateurs. Oui. Maintenant, pour les professeurs qui viennent de l'extérieur, à part ceux de l'université catholique qui sont, j'ai envie de dire, dans le système puisque nous sommes affiliés, ceux de l'université, en général, ce sont des catholiques, en général. La plupart d'entre eux sont des chrétiens catholiques. Quand ils viennent, ils font 1 semaine ou 2 semaines, ils résident avec nous pendant tout le temps. Ils participent aux activités, à la messe, et ils donnent leurs cours. Donc la plupart sont catholiques. Mais nous ne faisons pas d'exclusion. Nous ne disons pas que celui qui n'est pas catholique ne peut pas enseigner chez nous, non. D'ailleurs, il y a beaucoup de professeurs. Il y a un grand professeur, le professeur Boitier-Mélé, qui est plutôt africaniste, voilà, donc qui n'est pas catholique. Voilà. Donc il y a d'autres professeurs, il y a un qui est évangélique, je le sais, et voilà. Donc il n'y a pas, nous ne sommes pas fermés. Ce que nous leur demandons, c'est l'enseignement de la philosophie. Donc ils sont spécialistes dans certaines matières dont on a besoin et on leur demande ce service-là. Et c'est vraiment un service qu'ils nous rendent parce que nous ne sommes pas à mesure de leur payer ce qu'on devrait leur payer par rapport à leur grade, à leur rang. Voilà. Donc, je profite pour leur dire merci pour ce service qu'ils rendent à l'Église. Alors, mon père, parmi toutes les personnes que vous avez citées, vous n'avez pas fait mention de religieuses. Pourtant, nous avons des religieuses docteurs en philosophie et tout ça. Donc, quelle est la place même de la femme au séminaire? Alors, pour parler des enseignantes, il y a la sœur Baka, qui est doyenne de la faculté de philosophie à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui enseigne chez nous. Sœur Christiane Baka. Voilà, sœur Christiane Baka. Il y a 2 dames, professeurs de philosophie à l'université, qui enseignent chez nous. Et moi, j'étais avant professeur formateur à Abadjan-Kouté. Et il y avait une autre sœur aussi qui venait. Donc, il n'y a pas de fermeture en tant que telle. Ce sont les aptitudes, ce sont les capacités dont on a besoin et non une distinction par rapport au fait qu'elles soient des femmes. Voilà. Et comme on parle du rôle des femmes, bon, naturellement, nous avons des cuisinières qui vivent au sein du séminaire, puisqu'il y a un peu leur logement qui est là. Donc, c'est un peu des mamans qui sont là auprès des jeunes. Nous avons ce qu'on appelle les amis du séminaire. Ce sont des laïcs qui viennent souvent à la messe chez nous, qui sont dans la ville. Donc, il y a des couples qui viennent. Donc, de temps en temps, ils viennent à la messe, ils participent à certaines de nos activités. Et ces dames-là jouent quand même le rôle de maman autour de nous. Voilà. Merci, mon père. Merci pour cette précision. Alors, au sein d'un séminaire, plusieurs cultures, plusieurs éducations se rencontrent, se retrouvent et ce n'est pas toujours facile, la vie ensemble. Mon père, parlez-nous donc des rapports entre les étudiants. Oui, effectivement, ceux qui viennent de leur culture, de leurs éducations, différentes éducations, et ce n'est pas évident. Vous savez, partout où il y a des hommes, comme le dirait quelqu'un, il y a un peu d'hommerie aussi. Voilà, donc, les prêtres qu'on forme, effectivement, c'est sur tous ces aspects-là qu'on veut les former. Ils arrivent avec, comme je l'ai dit, leurs éducations, et donc, il y a forcément des petits frottements entre eux, pour des questions, par exemple au sport, par exemple, on leur apprend à avoir des responsabilités. Et en même temps que, je prends un exemple, qu'un en 2e année ait une responsabilité, on essaie de voir comment est-ce qu'il gère la responsabilité. Le fait d'être responsable, comment est-ce qu'il gère cela. On regarde aussi l'attitude de ceux qui sont en 3e année, qui sont censés être ses aînés. Est-ce qu'ils acceptent l'autorité de celui qui est en 2e année? Et ce sont des petites choses que nous regardons, qui sont très importantes pour nous.
pour pouvoir juger des aptitudes, parce que demain, quand on est ordonné prêtre, on peut aller être vicaire chez un jeune frère de 10 ans, lui il est curé, nous on est vicaire, on se comporte comment? Voilà, est-ce que le droit d'aînesse est un droit qu'il faut revendiquer à tout vent? Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, le fait d'être proche d'eux nous permet de les aider dans ce sens-là. Mais, je le dis clairement, ce n'est pas le paradis pour dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est... Non, on leur demande même justement d'être le plus vrai possible, le plus... montrer leur vraie nature, voilà, pour pouvoir mieux les aider. Voilà, parce que sinon, on peut se retrouver dans ça peut être un petit groupe d'hypocrites. Voilà, on est là, on sourit, on est gentil, et après, une fois qu'on est prêtre, maintenant on montre notre vraie nature. Ça ne serait pas la meilleure des choses. Alors, mon père, en général, comment sont gérées les situations conflictuelles? Alors, nous faisons en sorte que toutes les situations conflictuelles ne remontent pas jusqu'à nous. D'accord. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle d'abord au séminaire de Dalois, ce qu'on appelle des fraternités. Okay. Ce sont des groupes, c'est un peu, pour caricaturer, c'est un peu comme les CEB. Vous avez la paroisse, on est tellement nombreux qu'on ne se connaît pas, donc on crée les CEB pour mieux vivre la fraternité ensemble. Donc nous avons créé les fraternités. Et au sein des fraternités, il y a différentes années, différentes origines ethniques, de diocèses, ainsi de suite. On fait vraiment un mélange pour qu'ils apprennent à se connaître. Une fois que ce mélange est fait et qu'ils vivent ensemble, ils essaient de régler un certain nombre de problèmes entre eux. À part les fraternités, on nomme parmi les étudiants 2 doyens. On les appelle les doyens, c'est-à-dire un peu des délégués. D'accord. Eux, ils sont censés observer aussi et rappeler à leurs amis le règlement, faites attention, gardons le silence, faites telle ou telle chose. Donc eux aussi, ils ont ce rôle-là de régler certains petits conflits pour ne pas que ça arrive forcément aux oreilles des formateurs. Je dis, c'est pas utile. Souvent, c'est des petites choses, ce n'est pas utile. Mais ils ont pour consigne aussi de rendre compte régulièrement quand il y a des problèmes, peut-être qu'ils les dépassent un peu. D'accord. Voilà. Et ces délégués, ces doyens, sont-ils nommés ou bien ils sont désignés par leurs amis? Non, ils sont nommés par le recteur, enfin, par le conseil des prêtres. Sur quelle base, mon père? En général, le doyen est en dernière année. D'accord. Voilà, donc il est en 3e année. Alors, c'est sur la base de son vécu les 2 premières années, puisqu'il est nommé au début de sa 3e année. D'accord. Des résultats aussi? Bien sûr. Voilà. Donc, il y a un ensemble de critères. Il faut qu'il ait de bons résultats, parce que ce doit être un exemple, en quelque sorte. D'accord. Voilà, pour dire que parmi vous, pendant 2 ans, on pense que tel est digne d'occuper ce rôle-là pour vous donner l'exemple, pour vous aider à aller de l'avant. Donc, sur le plan intellectuel, il doit être bon. Sur le plan, j'avais dit, humain et autres, il doit être aussi bon. Et c'est vrai qu'on ne table pas, moi personnellement, je ne table pas tellement sur l'âge, mais l'âge joue aussi un rôle, puisqu'il doit être aussi un grand frère qui peut conduire les autres et donner des conseils. Mon père, dites-nous, comment sont vécus les temps de congés, de vacances de ces étudiants? Alors, nous avons plusieurs temps de congés. Le premier, c'est les congés de Noël. Après, nous avons des congés après les examens de février. Nous avons aussi les congés de Pâques. Il faut dire que nous faisons Pâques au séminaire. D'accord. C'est-à-dire la veillée pascale et le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Et c'est à ce jour-là qu'ils partent en congé, contrairement aux autres étudiants et élèves. Voilà. Et après, au mois de juin, ils partent en vacances. Ils sont censés, dès qu'ils sortent du séminaire, informer leur curé de paroisse. Par courrier, par appel, comment cela se fait? Par appel téléphonique. Nous, dans le temps, bon, il n'y avait pas tellement de portable, mais il fallait quitter le séminaire et aller directement à la paroisse pour dire « Mon père, je suis en congé ». À partir de ce moment, selon les situations, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des paroisses où vous arrivez, où le séminariste est logé
au presbytère avec les pères. C'est vrai, souvent ses parents sont dans le village, mais il est avec les pères, ou bien ses parents peuvent être dans une autre ville, donc il est normal qu'il soit avec les pères. Il y a plusieurs cas de figure. Mais, comme je l'ai dit, le curé a la responsabilité d'organiser les congés du séminariste. Donc quand il arrive, si le curé a besoin de lui, il dit, bon, comme c'est juste une semaine, donc c'est pas la peine, tu peux aller en famille. Si c'est 2 semaines, peut-être tu passes une semaine ici, et puis tu t'en vas. Pendant les grandes vacances, là, l'organisation est un peu plus structurée. Parce que nous demandons aux curés d'encadrer les séminaristes quand ils sont en vacances, en leur donnant un temps, 1 mois de permanence ou de pastorale, selon les réalités de la paroisse. Donc, il y a certains qui restent 1 mois au secrétariat, il y a certains qui parcourent des villages pour faire des retraites, des recollections, ainsi de suite. Donc, le séminariste en vacances est sous la responsabilité de son curé, et il organise son temps avec son curé, et voilà. Et là, les parents, comment ça se passe avec la famille? Lorsqu'ils sont tenus de rester en paroisse, la famille, est-ce que les visites sont autorisées? Il peut aller voir la famille et revenir en paroisse, comment? Oui, on ne le coupe pas de cette réalité. Au contraire, on l'encourage à tisser des liens assez forts avec ses parents. Donc, le séminariste qui est en vacances, comme je l'ai dit, il y a plusieurs cas. Il y a certains qui sont en famille et qui vont le matin à la paroisse pour rendre des services. Mais, comme je l'ai dit, c'est juste 1 mois. Ce temps de travail avec le curé, c'est 1 mois. On sait que dans certaines paroisses, les curés dépassent ce mois que nous avons demandé. Souvent, le séminariste, il est là pendant les 3 mois de congé, il est obligé d'être dans la paroisse. Bon, ça, ce sont des réalités paroissiales, mais pour nous, en tant que formateurs, nous disons que après ce temps d'études et une griffe de pression, il a besoin quand même de respirer un peu, donc d'être en famille et ainsi de suite, parce que le lien avec la famille est aussi très important. Alors, il ne faut pas le couper. Avant, quand on disait que quelqu'un devait devenir prêtre, on disait « Oh, mais voilà, ce n'est plus notre enfant, voilà, on a donné notre enfant cadeau » et ainsi de suite. Et non, je ne pense pas que... Il faut que les parents sachent que le jeune entre dans quelque chose d'assez spécial. Ce n'est pas un enfant qui va à l'ENA et qui devient je ne sais pas quoi après, mais ce n'est pas un travail, c'est une vie. Voilà. Donc il entre dans quelque chose d'assez fort qui a besoin qu'il respecte un certain nombre de règles de vie. Voilà. Et souvent, cette règle de vie l'oblige à prendre des distances par rapport à sa famille, mais ce n'est pas un abandon. Est-ce que le séminariste peut se permettre de quitter le territoire national pendant les vacances, s'offrir des vacances dans un pays étranger et tout ça? Pour ceux peut-être dont les parents beaucoup plus, parce qu'il y a des parents qui ont des moyens et tout ça. Est-ce que les séminaristes peuvent aller à l'étranger pendant leur temps de vacances et tout ça? Peut-être après avoir passé le mois de service sur la paroisse, peut-être les 2 autres mois restants, est-ce qu'ils peuvent? En rigueur de terme, oui, ils peuvent, a priori. Sur le plan territoire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, s'il veut visiter la Côte d'Ivoire, cela lui est permis. On l'a plus ou moins fait quand on était séminariste, quand on a un ami, par exemple, qui est à Daloa. Voilà, on vient le visiter, on reste un peu avec lui, et puis peut-être après, on va à Mans pour voir un autre. Voilà, ça, c'est possible. Mais toujours sous la supervision du curé, l'autorisation du curé et même de l'évêque. Voilà. Mais hors du pays, ce n'est pas possible. Hors du pays, avec l'autorisation de l'évêque. Parce que quand il entre comme candidat officiel, il dépend de l'évêque. Donc même nous les prêtres, pour sortir, même dans certains diocèses, pour sortir du diocèse, il faut informer l'évêque. Pour sortir du pays, pour avoir le visa, il faut forcément un mot de l'évêque. Voilà, donc... Les dispositions sont prises bien avant. Oui. Très bien. 90 étudiants peuvent être au séminaire Saint-Pierre de Daloa, mais on en a 68. Oui. À quoi est due cette régression au niveau du nombre? Bon, c'est vrai qu'il y a une régression, mais
les 90 chambres, c'est la capacité d'accueil. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'un complexe hôtelier, on dit capacité 100 chambres. Mais les 100 chambres ne sont pas forcément tout le temps occupées. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire, le jour où on aura 100 clients, on pourra les loger. Donc, c'est la même chose pour le séminaire de Daloa. C'est déjà le jour arrivé. où on aura 90 étudiants, c'est arrivé une fois dans toute l'histoire du séminaire pendant 25 ans. Donc, d'où la question concernant la régression. Voilà. Pour la régression, elle n'est pas... le nombre n'est pas constant. D'accord. Voilà. Il n'y a pas un nombre spécifique qu'on choisit chaque année, puisqu'on a 2 séminaires de philosophie. D'accord. Donc, c'est ceux qui auront fini la propédeutique qu'on met ensemble, et selon les décisions des évêques, les orientations et les échanges avec les chargés de vocation, qu'on fait les affectations. Donc, le séminaire d'Abadien-Kouté, qui a une capacité d'accueil de, je crois, 120, donc, ou 130, un peu plus que nous, a forcément un peu plus d'étudiants que nous. Donc, c'est sur la base de ceux qui finissent la propédeutique que le partage se fait. Voilà. Donc, cette année, nous avons 68. J'espère que l'année prochaine, nous en aurons un peu plus. Voilà. Bien. Mon père, c'est vrai que vous avez certainement abordé la question des personnes qui peuvent entrer au séminaire, oui. Mais nous allons la reposer, à nouveau pour savoir exactement qui peut entrer au séminaire Saint-Pierre de Daloa. Bon, j'ai envie de dire qui peut entrer au séminaire, simplement. D'accord. Voilà, parce que le séminaire de Daloa n'est qu'une institution dans un établissement dans une institution. L'institution, c'est le grand séminaire en général. Comme je l'ai dit, on commence par la propédeutique, philosophie et théologie. Qui peut entrer? C'est tout jeune qui ressent un désir de se consacrer à Dieu. Et comme notre séminaire est un séminaire national, donc pour des prêtres diocésains, c'est ceux qui voudraient faire une formation pour devenir prêtres dans leur pays. Voilà. C'est vrai que dans le temps, les prêtres ou les séminaristes SMA, c'est-à-dire les missionnaires, les religieux venaient au séminaire. Maintenant, ils ont leur propre séminaire. Mais pour ce qui nous concerne, ce sont des prêtres, des jeunes qui veulent devenir prêtres ici en Côte d'Ivoire. Donc, tout jeune engagé en paroisse qui ressent un désir particulier de se consacrer à Dieu peut approcher un curé ou un vicaire pour lui parler de ce désir-là, parce que c'est quelque chose qui est intérieur et qui nous revient chaque fois que peut-être nous venons à la messe, ou bien pour ceux qui sont très engagés, dans l'engagement qu'ils ont à la paroisse, ils se disent, mais pourquoi ne pas aller au-delà de cet engagement en me consacrant à Dieu? Donc quand ce genre de questionnement commence à habiter le jeune, il faut qu'il se rapproche d'un prêtre pour en parler, échanger avec lui, et c'est ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel. On verra 1 an, 2 ans, 3 ans, si ce désir est encore là, s'il grandit, ainsi de suite. Et puis, la commission des vocations va analyser cela et puis peut-être présenter le jeune. Il y a ce qu'on appelle le groupe vocationnel, voilà, qui est dirigé par la pastorale des vocations, qui va analyser, peser les pour et les contre, voir le jeune, parler avec lui, ainsi de suite, et le présenter comme candidat, comme tout à l'heure je l'ai dit, comme candidat, et à partir de là, s'il est admis, il entre au séminaire. Bien. Mon père, à combien est évaluée la formation d'un séminariste, pardon? Financièrement. Oui, financièrement. Alors, là, c'est un peu difficile de donner des montants exacts, oui. Mais je parlerai de ce qui est payé par mois, par an. Les évêques payent 350 000 francs pour un étudiant. Un étudiant. Voilà. Puisque la scolarité, la pension du séminariste est payée par l'évêque. Quand il devient candidat officiel ou quand il veut entrer, il appartient en quelque sorte au diocèse. Donc le diocèse est chargé de payer pour sa formation. Depuis quelques années, pour que les parents participent aussi à cette formation, on leur demande la somme de 100 000 francs. Donc les 300 000 plus 100 000 francs. 350 000 plus 100 000, ça fait 450 000. Ça, c'est ce qu'on peut chiffrer de façon claire. Ensuite, je l'ai dit, Rome a le regard sur les séminaires et fait tout pour que ces séminaires puissent fonctionner aussi financièrement.
et nos quêtes que nous faisons pour les œuvres de Saint-Pierre et ainsi de suite, si je ne me trompe pas de quête, mais je crois qu'il y a une quête qui est mondiale, de toute l'Église, ça revient sous forme d'aide pour des institutions comme le séminaire. Donc, nous recevons aussi une somme qui varie, mais qui, en général, est fortement en baisse. Donc, c'est un peu ça que, mis ensemble, nous, en tant que formateurs, nous essayons tant bien que mal d'achever l'année. Parce que les charges fixes, j'ai envie de dire, ne sont pas négociables. Tous les professeurs qui viennent de l'université, tout le personnel, les prêtres résidents, la nourriture des séminaristes, les factures, bon, il y a beaucoup de choses qui rendent souvent difficile la gestion d'une année. Nous parlerons des difficultés dans cette émission, mais avant, mon père, revenons un peu sur les autres aspects de la formation des séminaristes. Oui. Elle n'est pas qu'intellectuelle. D'autres choses entrent en ligne de compte. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Je vais donner par exemple une journée normale au séminaire pour mieux comprendre. Le réveil est à 5h45. Nous avons la messe, les laudes et la messe à 6h15. Après cela, nous avons entre 15 et 30 minutes de méditation personnelle, donc silence, méditation, lecture et ainsi de suite, mais vraiment spirituelle. Après, ils vont au petit déjeuner et après le petit déjeuner, ils commencent les cours à 8h. Donc, intellectuel, 8h jusqu'à 12h20. À 12h30, il y a le milieu du jour, donc c'est toujours la prière des psaumes. Après cela, ils passent au repas de midi. Après le repas de midi, il y a 1h30 de repos, puisque s'ils finissent à 13h, voilà, 1h30 jusqu'à 14h30. À partir de 14h30, il y a certaines années qui souvent ont cours. Donc, ils viennent faire cours de 14h30 à 16h30. Souvent, ceux qui n'ont pas cours, ce temps est un temps d'étude, un temps de recherche, et ainsi de suite. À partir de 16h30, il y a un certain nombre d'activités. Il y a soit le travail manuel, donc tenir son environnement propre est quelque chose de très important. Donc, nettoyage des bâtiments. Voilà, donc nettoyage des bâtiments, des toilettes, de la cour, et ainsi de suite. Et chez nous, au séminaire de Daloa, le séminaire étant très grand, il y a beaucoup à faire. Voilà, donc, quand les séminaristes entendent qu'ils doivent aller au séminaire de Daloa, ils ont un peu peur. Voilà, donc après cela, il y a, soit c'est le travail manuel, soit c'est le sport, ou bien les jeudis après-midi, ils ont la possibilité de sortir un peu s'aérer en ville, et les dimanches après-midi également. Voilà, donc, il y a une alternance selon le jour, soit le sport, soit le travail manuel, et bien d'autres choses. On fait quel sport? Alors, ils jouent au foot. Oui. La plupart d'entre eux jouent au foot. Nous avons un terrain de volleyball qui n'est pas très adapté, mais quand même, de temps en temps, ils jouent. Il y a certains qui, pendant que les autres sont en train de jouer, qui courent autour du terrain. Et c'est l'occasion aussi pour ceux qui jouent au damier, au ludo et autres là aussi, dans le même environnement. Voilà. Donc c'est vraiment, et c'est important parce qu'il faut aérer l'esprit. Il y a certains qui ont tendance à vouloir rester, donc on les encourage à tous sortir pour s'aérer l'esprit. Et mon père, pour ces activités, comment les étudiants sont-ils organisés? Surtout les activités d'environnement et tout ça. Est-ce que ce sont des tâches qui sont fixes ou bien ce sont des tâches tournantes et tout ça? Comment se fait l'organisation? Je prends l'exemple du nettoyage de la chapelle. Là, c'est tournant. Il y a des commissions. Il y a la commission liturgie, il y a la commission sport, travaux manuels et ainsi de suite, décoration. La retenue santé aussi. Santé, il y a plein de commissions. Et quand il y a le travail manuel, certaines commissions, la commission élevage par exemple, il y a certaines commissions, les membres vont dans leur lieu de travail. D'accord. Voilà. Donc on ne les affecte pas forcément dans les autres lieux, mais tous ceux qui n'ont pas de... Par exemple, quand on fait le travail manuel, la commission sport ne fait pas le sport. Oui. Voilà. Donc les membres sont dispatchés dans les différents groupes. Les travaux manuels se font en fraternité. J'avais parlé tout à l'heure des fraternités. Voilà, donc
On affecte par exemple la fraternité Saint-Jean à l'entrée du séminaire pour ramasser tout ce qui est papier ou pour nettoyer et ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment organisé. Quand on arrive au séminaire, je dis le recteur n'a pas besoin de tout le temps parler parce que chacun sait ce qu'il a à faire, quand il a à faire, comment et avec qui. Alors, mon père, avant de faire leur entrée au séminaire, Oui. c'est sûr qu'ils ont été paroissiens. C'est ça. Ils ont milité au sein de certains mouvements, associations. Lorsque les séminaristes arrivent dans leur nouveau cadre de formation et tout ça, comment cette vie-là est poursuivie? Est-ce qu'il existe des mouvements au séminaire? Moi, je fais particulièrement la promotion des talents. Beaucoup plus les talents que d'autres choses. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont des formations, mais en plus, ils ont des choses qu'ils savent faire. D'accord. Voilà. Donc, j'ouvre une liste et chacun me dit quel est son talent. Et on essaie d'organiser selon les commissions pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Pour ce qui est des mouvements et groupes de prière, vous savez, le prêtre, quand il est en paroisse, il est en même temps gessiste, il est ami du Saint-Sacrement, il est, comment on dit, il est peut-être légionnaire. Il est légionnaire, il est tout à la fois. Il devrait être tout à la fois. Ouais. Il ne doit pas, parce qu'il a été du renouveau, il a reçu sa paroisse, il n'y a que le renouveau. Ouais. Non, ça, ce n'est pas ce qu'on leur apprend. On leur apprend à s'ouvrir à tous les groupes. Donc, il n'y a pas de mouvement ni de groupe de prière au séminaire, en tout cas dans le nôtre. Quand ils arrivent en théologie, il y a des cours sur les mouvements et les groupes de prière. Voilà. Donc, ce cours-là, on ne le fait pas chez nous, mais c'est en théologie qu'on le fait. Donc là, ils reçoivent souvent des responsables nationaux de certains groupes ou certains mouvements qui leur expliquent qu'est-ce que c'est que... Parce que si moi, je ne connais que la Légion de Marie et que j'arrive en paroisse, on me dit non, qu'il y a... Des équipiers. Des équipiers. J'ai dit, mais ça qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais si au séminaire, je sais qu'en plus de la Légion de Marie, il y a les équipiers, il y a telle chose, il y a les amis du Saint-Sacrement, il y a... Voilà. Donc, j'apprends à connaître tous les mouvements qui sont dans l'Église, de sorte à ce que, une fois sur la paroisse, je peux avoir ma propre spiritualité. Mais elle ne doit pas être ostentatoire, c'est-à-dire je ne dois pas montrer qu'il n'y a que ça qui compte pour moi. Je dois montrer la disponibilité, l'entrain pour chacun des mouvements, parce que je suis un père. Voilà. Donc, le père peut être appelé à devenir aumônier de ces mouvements. Oui, quand il devient aumônier, là, il n'y a pas de problème. Voilà, il est aumônier de la GEC, il est aumônier de la GEC. Mais d'une paroisse à une autre, il peut devenir aumônier de la Légion de Marie. Tout à fait. Voilà, donc, cette ouverture-là est très importante pour le futur prêtre. Mon père, après l'ordination presbytérale, quels sont les autres débouchés qui se présentent aux diplômés, on va dire, du séminaire Saint-Pierre de Dalois, qui a fait une formation, on va dire, spécialement en philosophie et tout ça? Bon, je ne parlerai pas de débouchés en tant que tel, puisque ce n'est pas une formation pour exercer quelque chose de particulier. Mais quand nos évêques ont voulu que nos jeunes fassent la licence, c'est pour les aider pour ceux qui ne vont pas finir le séminaire. Figurez-vous que la formation philosophique était de 2 ans avant. Vous finissez 2 ans sans diplôme, il n'y a pas de diplôme qui sanctionne les 2 ans. Même à l'université, 1, 2, 2, bon, ce n'est pas un diplôme. Donc, vous passez en théologie, vous faites 4 ans de théologie, vous avez un bac théologique, vous sortez avec un diplôme qu'on appelle le bac théologique, vous avez fini. Si vous ne devenez pas prêtre, vous avez perdu 7 ans. 6 ans d'études, 1 an de stage, vous avez perdu, en griffe perdu, parce que vous n'avez pas avec vous un diplôme qui vous permet d'aller quelque part et de chercher du travail dans la vie active. Voilà. Donc, nos pères évêques ont dit il faudrait qu'on donne cette possibilité-là à nos jeunes de faire une formation qualifiante. Déjà que la formation philosophique fait partie de ce qu'on doit apprendre pour devenir prêtre. Donc, il faut sanctionner cette formation d'un diplôme, de sorte que, même s'il ne devient pas prêtre, avec ce parchemin, il puisse frapper à une porte pour chercher du travail. Donc, c'est comme ça que je comprends votre question. Voilà, c'est ce qui pourrait être un débouché pour ceux qui passent chez nous.
Donc peut-être finir enseignant, professeur de philosophie, Voilà. pourquoi pas dans un lycée. Dans un lycée, au moins, on a quelque chose. Ou pour quelqu'un qui veut continuer les études, il ne va pas reprendre en première année parce qu'on pourra faire une équivalence. Et s'il va en psychologie ou en lettres, il commence en deuxième année. Voilà, donc c'est ce qui est fait pour que nos jeunes, même s'ils ne deviennent pas prêtres, puissent se recaser. Parce que l'évêque a la responsabilité de l'aider à s'insérer. C'est-à-dire le candidat qui est remercié, l'évêque a le devoir de l'aider à s'insérer dans la vie active. Donc c'est dans ce sens-là que nos pères évêques ont pensé à cela. Très bien. Mon père, la réinsertion a été pensée pour dire que tous ceux qui entrent au séminaire ne finissent pas forcément prêtres aussi. Donc, quels sont les motifs de renvoi d'un séminaire, d'un séminariste? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le séminaire qui renvoie. Ce n'est pas le séminaire qui dit à un jeune qu'il ne peut pas devenir prêtre, mais c'est l'évêque qui en est le premier responsable. Il se base sur nos rapports à nous, il se base sur les rapports des curés de paroisse, des chargés de vocation, et ainsi de suite. Alors, un prêtre, en rigueur de terme, il y a un certain nombre d'exigences. On a parlé, pas qu'on a parlé, mais tout le monde le sait, l'obéissance, donc être obéissant. Un jeune qui montre qu'il n'est pas obéissant, déjà au séminaire, vous voyez que, j'ai envie de dire, ça fait peur. Oui. Voilà. La vie spirituelle, un jeune, on se rend compte qu'il ne prie pas, qu'il ne vient pas à la messe. Peut-être au séminaire, il est obligé, mais quand il est en congé, il ne vient pas à la messe. Bon, j'ai envie de dire, quel est ce prêtre de demain qui n'aime pas aller à la messe? Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Voilà. Donc, les questions de mœurs aussi, puisque l'aspect moral est important, le prêtre, ça doit être un exemple. Donc, quand on voit que dans la vie de tous les jours, sa moralité peut être mise en doute, voici des raisons, entre autres, il y en a beaucoup, voilà, qui peuvent militer pour une réorientation. Moi, je préfère le mot réorientation que renvoi. Voilà, très bien. Mon père, à présent, nous allons parler des difficultés. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, les moyens que nous avons ne sont pas suffisants. Nous voulons de très bons cadres et de bonnes conditions de travail, non seulement pour les prêtres qui y sont, mais aussi et surtout pour les séminaristes. Notre séminaire, le séminaire de Dalois, a 25 ans, et j'ai envie de dire tout à 25 ans là-bas. Donc, même sur le plan de la liturgie, les chasubles, les ciboires, et les nappes d'autel, toutes ces choses qui, pour moi, sont très importantes, ont vieilli, sont vieillissantes et ne sont pas si belles à voir que ça. Nous avons également, sur le plan du matériel didactique, des salles de classe où nous ne sommes même pas capables d'avoir les nouveaux tableaux blancs avec, voilà. C'est des tableaux encore noirs. Voilà, avec la craie. Avec la craie, on a acheté un tableau, les nouveaux tableaux modernes, mais qui, puisque ce n'était pas de la bonne qualité, qui s'est très vite gâté, donc on s'est rabattu sur les tableaux noirs. Donc ce sont des choses qui, j'ai envie de dire, qui font mal, parce qu'une institution telle que le Grand Séminaire, je pense, ça doit être une institution d'élite. Voilà. Donc il faut que les moyens y soient. En début d'année, j'ai essayé d'initier une salle informatique parce que nous n'en avons pas. J'ai pu obtenir 1 ou 2 ordinateurs d'amis de bienfaiteurs, mais 2 ordinateurs ne suffisent pas à créer une salle informatique. Voilà, pour 68 personnes. Nous avons une bonne bibliothèque, heureusement, donc ils peuvent y travailler. Alors, au niveau, par exemple, de la nourriture, vous avez 68 grands garçons, bon, vous voyez un peu ce que ça peut consommer quotidiennement. Ce n'est pas une poignée de riz. Non. Donc, en général, moi je les écoute, je parle avec eux. Ah, mon père, bon, quand on fait le riz, là, c'est pas beaucoup, c'est juste, on n'arrive pas. Mais c'est nos réalités. Oui. Voilà. Donc, en général, c'est ça, nos difficultés.
ce sont des difficultés. C'est-à-dire que si quelqu'un veut nous aider, par exemple, des aliments, c'est-à-dire le riz, l'huile, toutes ces choses qu'on peut conserver et petit à petit consommer. Nous avons, comme je l'ai dit tout à 25 ans, nous avons le projet de réhabiliter le séminaire. Les portes, par exemple, les portes des chambres dont je parlais, des séminaristes, sont vétustes. Ce sont des portes en isoplane, là. Et on a changé tellement de fois des serrures et tout ça qu'il y a des portes même qui ne se ferment plus. Et qui... J'ai vu un soulever sa porte pour déposer, il dit bon. Donc, de temps en temps, on essaie d'arranger ces petites choses, mais j'ai envie de dire, c'est comme si on raccommodait un habit déchiré. Après, il va se déchirer à nouveau. Donc, nous avons lancé le remplacement de toutes les portes, les refaits entièrement. L'unité, une porte à 30 000 francs. Nous avons les matelas, par exemple, il y a beaucoup qui dorment carrément sur le sommier parce que le matelas n'a plus de consistance. Voilà. Donc, on veut remplacer toutes ces choses, on veut refaire la peinture, on veut mettre les carreaux dans la chapelle. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mon père. Et quelquefois, on le dit, lorsque nous sommes face à certaines difficultés, on est censé soi-même trouver des solutions. Parler un peu de l'autonomisation financière du séminaire Saint-Pierre de Dalois. OK. Alors, nous avons lancé un certain nombre d'activités qui ne sont pas des activités qui peuvent, j'ai envie de dire, engranger des millions pour résoudre tous ces problèmes, mais qui réduisent, je ne dirais pas significativement, mais qui réduisent un peu nos charges. Je prends par exemple le poulet. Nous en achetons à l'extérieur pour notre consommation. Donc j'ai lancé un élevage de poulet de sorte qu'on puisse consommer ce que nous-mêmes on produit. Déjà, ça permet de réduire certaines dépenses. Nous avons d'autres élevages de moutons, de lapins et ainsi de suite, mais qui sont presque tous à un début. C'est maintenant que nous commençons. C'est juste l'année dernière que nous avons lancé toutes ces choses. Le lieu où le séminaire est c'était un village, aujourd'hui c'est un quartier. Et la clôture est longue, donc j'ai demandé la permission aux évêques de construire des magasins. Donc j'en ai fait déjà 3. Et l'un des magasins sera une supérette. Pour être la boutique, je fais une étude de marché dans le quartier, je me rends compte qu'une supérette là serait intéressante. Donc voilà quelques idées. Il y a d'autres projets que j'ai soumis à la conférence épiscopale, mais dont je ne peux pas parler vu que... Il faut d'abord l'approbation, l'adoption d'abord du projet avant d'en parler. Mon père, quelles sont vos attentes? Le pape François le dit, il faut que la formation des prêtres soit l'affaire de toute la communauté. Il faut intégrer de plus en plus les parents, les familles, les communautés paroissiales à cette formation. Et c'est ce que nous nous demandons. S'il y a des groupes qui veulent venir visiter le séminaire de Dalois, s'il y a des groupes qui veulent en savoir un peu plus, pour les aides, les difficultés dont j'ai parlé, ceux qui veulent aider, ils peuvent le faire. C'est vraiment ouvert. Et même pour les idées, pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose, nous avons forcément, parce que nous ne pouvons pas tout savoir, nous avons forcément besoin de personnes de bonne volonté qui viennent et qui nous aident. Les personnes peuvent arriver à tout moment, bien il y a des heures de visite et tout ça? Non, nous avons un bureau, il y a un secrétariat, donc vous arrivez pour rendre visite à un séminariste ou autre, là il y a un règlement. Mais pour venir au secrétariat rencontrer le recteur, il n'y a pas de cérémonie. Très bien, voilà. Très bien. En tout cas, mon père, nous pensons que l'essentiel a été dit au cours de cette émission. Nous vous remercions d'être venu nous parler du séminaire Saint-Pierre de Dalois, qui peut-être n'est pas connu de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, vous nous avez permis de découvrir ce séminaire qui forme nos futurs prêtres. Merci infiniment, mon père. Nous tenons à le signifier, le père vient de Dalois. Il est le recteur du séminaire Saint-Pierre de Dalois et aujourd'hui, nous avons pu, grâce à toutes ces réponses à nos questions, en savoir davantage sur le séminaire Saint-Pierre de Dalois, mais aussi sur la vie au séminaire de façon générale. Nous avons abordé quelques aspects. Vraiment, merci mon père d'être venu. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous est pris pour un autre numéro de 52 minutes avec. Sur ce, que Dieu nous garde et à très bientôt.